Et on commence par le ministre de l'Éducation, M. Attal. Mais oui, parce que le bilan des perturbations pendant cette minute de silence dédiée à Samuel Paty et Dominique Bernard, cet enseignant tué la semaine dernière à Arras, a été revu à la hausse. Ce bilan, 357 perturbations et contestations pendant la minute de silence. Ça reste quand même, Laurent, quasiment 2 fois moins que les perturbations connues pendant les hommages à Samuel Paty il y a 3 ans. C'est vrai, et c'est toujours bien de rapporter ça au chiffre total, parce qu'on nous donne toujours des chiffres comme ça, on nous donne jamais le nombre d'élèves. Il y a quand même 12 millions d'élèves en France. C'est, voilà, 357 élèves qui n'ont pas eu un comportement tout à fait normal. Certes, c'est trop, et il n'en faudrait aucun, mais quand même, il y a 12 millions d'élèves. C'est toujours bien de rappeler la totalité du nombre d'élèves par rapport aux chiffres qu'on nous donne. Et je voudrais évidemment, à ce propos, avant de donner la parole à nos camarades, montrer 3 dessins, parce que la presse satirique réussit à nous faire rire ou sourire avec des sujets difficiles en ce moment. Par exemple, dans Marianne, ce dessin de Émeric Quel-Hommage dans les écoles, et on voit des jeunes filles avec une abaya qui disent « Pour marquer le deuil, on n'a pas trouvé mieux ». Un autre dessin, et celui-ci, il est dans le Canard enchaîné. Protéger les enseignants, les premières mesures sont dévoilées, et c'est comme sur les paquets de cigarettes. Maintenant, on pourra mettre à l'entrée des écoles, c'est terrible, mais ce slogan qui fait peur, enseigner tue. Et puis un dernier dessin, encore plus, on va dire, violent, évidemment, c'est Charlie Hebdo, un dessin signé Juin. Le lycée Henri IV, dénommé ainsi depuis longtemps, va être débaptisé pour s'appeler le lycée Ravaillac. Un commentaire sur ces chiffres? Oui, moi je trouve que 357, c'est très inquiétant. Alors, je suis désolé, je ne veux pas jeter comme ça la peur sur le plateau, mais 357, c'est le nombre de remontées. On sait qu'il y a certains enseignants qui vont pas forcément faire des remontées parce que, ils peuvent avoir peur aussi de la réaction des élèves. Étant donné que s'il y a remontée, il va y avoir sanction. Vous avez raison, les chiffres peuvent même encore monter dans les jours prochains. Tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont déjà été remontés actuellement. Ensuite, depuis hier, oui. Bon, vous l'avez comparé aux 12 millions d'élèves et vous avez raison, il faut le remettre en perspective. En l'occurrence, on peut davantage le remettre en perspective avec 6 millions d'élèves qu'avec 12 parce qu'on ne prend pas forcément en considération les élèves de maternelle et du primaire dans le calcul, mais ça reste effectivement très peu par rapport au nombre d'élèves de manière relative. Maintenant, de manière absolue, 357, c'est quand même extrêmement inquiétant parce que, on le sait, c'est 357 élèves qui vont potentiellement continuer à se radicaliser. Rapidement, si vous voulez qu'on fasse d'autres visages dans le trombinoscope, on sait qu'il y avait de gros chantiers à l'éducation, mais Gabriel Attal ne devait pas s'attendre à celui sur la protection et la sécurité des élèves et des enseignants. Il y a un autre chiffre, selon Elab pour BFM TV, 45% des Français lui font confiance pour protéger l'école face au terrorisme, ce qui est quand même beaucoup pour un jeune ministre d'à peine 3 mois. J'ai juste un truc à dire, c'est depuis quand en fait c'est le ministre de l'Éducation nationale qui décide de l'exclusion ou non des élèves. Il y a un truc, ça s'appelle les conseils de discipline, c'est les établissements. Mais il y en aura. Il a dit j'ordonne l'exclusion. Il a dit j'ordonne l'exclusion. Il a dit j'ordonne l'exclusion. Apologie du terrorisme. Moi je trouve ça problématique. Normalement il y a des instances. Vous trouvez ça problématique que la politique éducative soit faite par le ministre de l'Éducation, vous? Non, je trouve ça problématique que l'exclusion soit prononcée par le ministre de l'Éducation nationale. Les exclusions individuelles seront prononcées de manière individuelle par les commissions de discipline. Il a dit j'ordonne. Alors on ouvrira un prochain débat là-dessus, je vous promets. Visage suivant, celui de Jordan Bardella, en tête d'un sondage, un sondage IFOP fiducial, Sud Radio, publié ce matin dans le Figaro. Vous pouvez avoir le résultat de ce sondage qui donne 28% pour le Rassemblement national en tête. Évidemment, c'est pas tout de suite, mais quand même, à quelques mois des européennes, c'est un bon score pour le Rassemblement national. Vous voulez ajouter quelque chose, Julie, pardon? Mais pas du tout, vous avez tout donné, c'est pas grave, Laurent. Mais ça y est, l'élève dépasse la maîtresse, on peut le dire. Non, mais effectivement, Marine Le Pen n'a pas fait de tels scores par le passé. Et donc, on se dit par ailleurs que si jamais il fait un bon score aux européennes, il va faire de l'ombre à Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027. Et c'est ça la réalité. Donc il va y avoir ce combat interne qui va commencer à naître. Ça va être très intéressant à suivre. Moi, je parie qu'en 2027, tout le monde dit oui, ça va être Mélenchon contre Édouard Philippe, contre Marine Le Pen. Moi, je pense que ceux-là, ils ont 10 ans de retard. Ça va être Jordan Bardella contre Gabriel Attal contre François Ruffin. Vous avez lu Pascal Praud dans le Journal du Dimanche. Il a dit ça? Merde, non, j'ai pas lu. Et si je suis d'accord avec Pascal Praud, je vous le confirme.
non, mais un autre visage. Allez, on passe à deux visages d'un coup même, parce qu'il y a un film qui sort aujourd'hui, signé de deux réalisateurs qu'on aime bien, c'est Nakache et Toledano. Ils ont quand même signé des grands succès qui ont attiré le public dans les salles, que ce soit Intouchable, évidemment, le sens de la fête, hors norme aussi, vous avez raison. Le film sort aujourd'hui, vous pouvez d'ailleurs rappeler le titre du film. Mais oui, pour ceux qui une année l'ignoreraient. difficile, où il est beaucoup question d'écologie. Vous l'avez vu, vous, Laurent, ce film. Pourquoi une année difficile? Ben voilà, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous savez pourquoi le film s'appelle Une année difficile? Vous le savez ou pas? Non. Non, ben, je vais vous donner la réponse en images. C'est au tout début du film, et je remercie d'ailleurs la production du film d'avoir accepté, parce qu'on voit toujours les mêmes bandes annonces, mais là ils ont accepté de nous montrer le début du film. Je trouvais que ça avait un lien avec évidemment nos débats politiques, parce qu'une année difficile, c'est la phrase la plus souvent prononcée par les présidents de la République lors de la cérémonie des vœux. L'année 2013 a été intense et difficile. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 1996 a été une année difficile. L'année qui s'achève a été difficile. Nous venons de vivre une année difficile. L'année 1981 sera encore une année difficile. L'année 1976 A été plus difficile que nous ne l'imaginions. L'année 1974 risque d'être difficile. Ça se termine par Pompidou. On n'a pas Emmanuel Macron, mais il a dû le prononcer aussi, hein, quand même. Depuis... Et la reine d'Angleterre aussi. Elle veut dire Annus Horribilis. Ah oui, Annus Horribilis, c'est encore autre chose. Mais une année difficile, ça ouvre comme ça. C'est vraiment des images. Là, ce que je vous montre, c'est un montage qu'on voit au début de leur film. Je trouve que c'est... Oui, Emmanuel Macron va, à mon avis, le redire. Oui, il y a des chances que... parce que je crois qu'on vit, nous aussi, effectivement, une année difficile. On a le temps encore d'un visage ou deux. Alors, on poursuit. Et ça va nous faire prendre un peu de hauteur de temps en temps. Ça fait du bien. C'est le visage de Thomas Pesquet. Mais oui, l'astronaute qui sort son nouveau livre aujourd'hui, Ma vie sans gravité. Il raconte comment il est devenu le plus jeune Européen recruté comme astronaute à 31 ans. Alors il y a cette question, ira-t-il sur la Lune? Voilà ce qu'il dit. En Europe, personne ne possède plus de chances que moi d'aller sur la Lune. Est-ce que vous aimeriez, Laurent? Aller sur la Lune, Oui. pas du tout. Alors. Moi non plus. Moi non plus. C'est l'angoisse. J'ai les pieds sur terre. Et alors en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il dit dans cette interview, c'est en fait une rencontre avec les lecteurs du Parisien aujourd'hui, et il répond à différentes questions, et il dit « La notoriété me pèse. Le succès... » Alors c'est pour ça dire qu'il part en apesanteur, parce que c'est trop lourd la notoriété quand il est ici chez nous, mais il dit qu'il est vraiment, il a une forte chance, il y croit, hein, d'aller sur la Lune. Sa phrase exacte, je l'ai, c'est « On va dire... » Regardez, elle est très précise, sa phrase. « On va dire qu'aujourd'hui en France, et même en Europe, personne ne possède plus de chances que moi d'y aller, même si ce n'est pas une certitude. » Ça veut dire qu'il s'y voit déjà sur la Lune. Il s'y voit déjà, il fait campagne en réalité, parce que c'est ça, en réalité, là, il est en pleine opération de promotion. Donc il dit que la notoriété lui pèse, mais il s'en sert aussi, parce que, soyons clairs, il y en a beaucoup d'autres des candidats pour aller sur la Lune aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs, le titre de son livre est sur l'apesanteur aussi, puisque le titre, c'est Ma vie sans gravité. Vous avez envie d'aller sur la Lune, vous Ah, certainement pas, quelle horreur. Enfin, non, moi, ça me paraît compliqué. Non, mais déjà, moi, rien que le décollage, l'idée du décollage, vraiment m'effraie complètement. Je vous imagine pas, Pablo. Non, horreur. Mais c'est quand même étrange d'écrire une autobiographie à 45 ans. Ah oui? Ouais, je trouvais que... Bon, Un petit brin de suffisance quand même. Ouais. Quand on a vu Thomas Pesquet... Oui, Enfin, tout le monde n'est pas allé sur la Il Lune. y a quand même des trucs à raconter. Là, ouais. C'est que ça. nous, on n'a pas raconté et qu'on a à savoir. La seule anecdote qui est reprise de son livre, c'est le fait qu'Elon Musk n'ait pas salué son épouse avant le départ de Thomas Pesquet pour la Station Spatiale Internationale. Je trouve ça un peu léger, et puis c'est un peu des problèmes de riches. Moi, perso, honnêtement, je suis pas sûr qu'il soit en bonne voie pour sa campagne pour aller sur la Lune s'il part. Pas gentil avec Si Thomas l'actualité n'avait pas été si lourde, on aurait sûrement invité Thomas Pesquet en ce moment, parce que ça reste quand même quelqu'un qui nous fait rêver.